Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à la Fondation de la France Libre. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce rendez-vous du 21 octobre. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir François Delplat, aujourd'hui historien, agrégé et docteur en histoire, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme. Un invité dont l'œuvre s'inscrit également parfaitement dans le thème de l'année de Gaulle. François Delplat a en effet mené ses travaux et ses recherches sur l'année 1940 et sur les rapports entre les principaux protagonistes de cette période cruciale, que sont Hitler, Churchill, De Gaulle, Pétain et bien d'autres. En cette année 2020, il vient également de consacrer un ouvrage à Martin Bormann, l'homme de confiance d'Hitler. Cet ouvrage sera d'ailleurs disponible à l'issue de la conférence. Mais c'est bien en raison de ses connaissances et de ses travaux sur l'homme du 18 juin et les débuts de la France libre que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui notre conférencier que je vous demande d'accueillir, François Delplat. Eh bien, merci. Je pense que il y a beaucoup de mythes qui ont été répandus sur cette histoire, cette conférence, sur le sujet de cette conférence qui va porter donc sur une période de 11 jours, du 17 au 28 juin 1940. Et avant, il faut quand même dire un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que depuis 1933, l'Allemagne s'est donnée, on peut dire, à Hitler, même si il faudrait nuancer beaucoup cette phrase et que ce développement mérite un livre à lui tout seul. Mais bon, l'Allemagne est hitlérienne et Hitler est un ennemi juré de la France qui a réussi à le faire oublier. Une des causes principales de la situation lamentable dans laquelle se trouve la France le 17 juin 1940, c'est qu'elle avait véritablement oublié l'agressivité foncière de Hitler envers la France. Quand l'offensive se déclenche le 10 mai 1940, tout le monde, y compris Charles de Gaulle, qui écrit précisément à Yvonne ce jour-là, tout le monde est persuadé que après l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, le Danemark, la Norvège, Hitler veut prendre le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. Et le tour de la France viendra après. C'est ce qu'écrit de Gaulle à Yvonne. Et c'est ce que pense tout le monde, et c'est ce que pense Churchill. Donc, il a réussi, Hitler, à surprendre la France, l'Angleterre, avec une attaque qui est la grande attaque, et avant tout contre la France, sans vouloir minimiser nos amis belges ou luxembourgeois. Donc, il y a un plan allemand qui fait partie des bons plans de l'histoire militaire, qui est mené de main de maître, avec un petit raté devant Dunkerque, sur lequel j'ai eu aussi à écrire un livre parce que j'étais pas satisfait de ce que je lisais là-dessus. Mais bon, cette campagne a été menée avec un énorme brio militaire et la France est à genoux
Et l'Angleterre, d'ailleurs, dans cette bonne ville de Dunkerque, a rembarqué ses troupes. Donc la France était quasiment seule pour affronter l'armée allemande avec ce qu'il lui restait après le désastre de Belgique. Et le président du Conseil, Paul Reynaud, avait, je le dis tout de suite, des envies d'armistice, de très fortes envies d'armistice, aussi fortes que celles de Pétain, de Weygand et de tous ceux qu'on accuse d'avoir été les maîtres d'œuvre de l'armistice. Sauf que Paul Reynaud, il voulait un armistice avec les Anglais. Et c'est là-dessus que se fait la séparation entre Reynaud, Pétain et Weygand le 16 juin au soir, quand Paul Reynaud donne sa démission, en conseillant d'ailleurs lui-même au président Albert Lebrun de nommer pour lui succéder à la présidence du Conseil le maréchal Philippe Pétain. Paul Reynaud s'est trouvé privé de politique par le fait que les Anglais ne voulaient pas signer l'armistice. Alors que Pétain et Weygand étaient décidés à signer l'armistice sans les Anglais depuis pratiquement les lendemains du désastre de Sedan au mois de mai, à la mi-mai 1940. Charles de Gaulle est un colonel qui, dans ce désastre, et même un peu avant ce désastre, connaît une ascension fulgurante, puisque le général Gamelin le reçoit au début avril et lui dit qu'il va lui donner une division blindée. Donc il passe directement du grade de colonel au grade éventuel et potentiel de général de division, pour peu qu'il arrive à diriger convenablement cette 4e division cuirassée de réserve que Gamelin lui promet et qui lui donne au moment où le désastre est déjà amorcé, à la mi-mai 1940. Et puis, ayant conduit au feu sa 4e division, d'une manière sur laquelle je ne m'étends pas, mais d'une manière qui a fait qu'il a mérité d'être général de brigade, pour commencer, et cela par Weygand et pas par Gamelin. Sa promotion de général est prononcée par Weygand fin mai 1940, et puis de général, il devient tout d'un coup ministre, avec le titre précis de sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Mais le ministre de la Défense nationale, de la guerre si l'on veut, c'est Paul Reynaud, c'est le président du Conseil. Donc s'il se donne le 5 juin au soir un sous-secrétaire d'État, ça veut dire quasiment un ministre de la guerre. Et c'est bien ainsi que De Gaulle l'entend, comme vous pouvez bien le penser. Donc, le problème, c'est que... pourquoi ça ne s'est pas passé le 23 mars, quand Paul Reynaud a été investi comme président du Conseil par la Chambre des députés à une voix de majorité? Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas fait rentrer De Gaulle dans son gouvernement? Tout simplement parce qu'il y a fait rentrer des gens comme Paul Baudouin, par exemple, qui était son sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, parce que ce jour-là, Paul Reynaud n'était pas encore ministre de la guerre. Il avait dû laisser le poste à son prédécesseur Daladier, et c'est lui-même qui avait pris les affaires étrangères. Il était courant à cette époque que le chef du gouvernement soit en même temps ministre de quelque chose. C'est Léon Blum qui avait d'ailleurs le premier rompu avec cette tradition en 1936. Donc, De Gaulle s'était retrouvé minoritaire et il était retourné à son régiment de chars dans la région de Metz, sur la frontière, sur la ligne Maginot. Dans cette fin mars,
où il n'avait pas trouvé sa place dans l'équipe gouvernementale de Paul Reynaud, étant supplanté par un homme comme Paul Baudouin, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, et comme conseiller militaire de Paul Reynaud, le colonel de Villelume. Et donc tous ces gens-là vont se retrouver partisans, ardents partisans de l'armistice au mois de juin. Mais vous voyez que Paul Reynaud a quand même repêché De Gaulle et le fait rentrer dans son gouvernement le 5 juin. Ça a un sens. Ce sens, c'est de ne pas rompre avec Churchill. Alors, une des réalités qui commence seulement à émerger, bien que les spécialistes commençaient à en parler depuis un peu plus longtemps, mais ça commence vraiment à être connu, mais pas suffisamment, et pas suffisamment au centre des analyses, c'est l'extrême division de la direction britannique devant ce désastre franco-britannique, qui met avant tout à genoux la France, mais qui n'est pas non plus glorieux du tout pour l'Angleterre. Ce désastre semble appeler une pause, un armistice. On avait sous-estimé Hitler, on ne prend pas du tout encore conscience que c'est un chef extrêmement capable, à côté de ses aspects déments. Mais on dit, bon bah, voilà, il a cette manche, il a le point, comme disait quelqu'un récemment dans un autre contexte. Et donc, ce point, il faut le lui accorder. C'est idiot de continuer dans ces conditions, parce que justement, on sait que Hitler, c'est quand même un violent, un peu fou furieux, etc. On a toutes ces idées-là sur Hitler dans la tête. Alors, ce fou furieux, ben, il faut le débrancher. Sinon, il va tout casser. Voilà l'état d'esprit dans lequel, pas seulement la France, mais aussi une grande partie de l'Angleterre, et puis les États-Unis, et puis l'URSS, et puis tous les futurs grands pays de grande puissance de cette guerre, le Japon également. Toute la planète pense que Hitler a gagné cette manche et que, voilà, maintenant c'est la diplomatie, il va falloir négocier, et dire, bon, attention, n'en prends pas trop parce que, voilà, t'as gagné une manche, hein, mais bon. Voilà, c'est un état d'esprit mondial. Et pour ne pas se laisser faire par cet état d'esprit, bah, il faut s'appeler Winston Churchill. On a trop dit que Hitler avait eu de la chance. C'est ce qui reste encore l'idée dominante sur la victoire allemande de mai-juin 1940. Ils ont eu de la chance. Vous avez des analyses très récentes qui vous disent encore ça. Les Allemands ont eu de la chance. Ben non. Hitler a eu une malchance historique. Une malchance qui est sans équivalent dans l'histoire. C'est que le jour où son offensive est lancée, toutes les chances de tout écraser, parce qu'elle a été très bien conçue, puis elle va être très bien menée, ce jour-là, le Premier ministre anglais, dont il s'était fait une marionnette absolue depuis quelques années, après s'en être fait de ses prédécesseurs, ce Neville Chamberlain est remplacé comme Premier ministre à Londres par Winston Churchill, qui est un anti-nazi absolument résolu, quelqu'un qui n'a pas compris sans doute complètement l'habileté d'Hitler, mais qui a compris toute sa violence et qui est persuadé que la vie ne vaudra plus d'être vécue si on laisse justement cette manche-là à ce type-là. Et Winston Churchill n'est pas arrivé au pouvoir à cause de son antinazisme, mais malgré son antinazisme.
il y avait une crise déjà, et le cabinet britannique, bon, Chamberlain devait céder la place à cause de la victoire allemande en Norvège, qui avait vraiment montré ses limites et créé un gros besoin de changement gouvernemental, notamment par un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire intégrant les travaillistes, alors que les conservateurs étaient très fiers de gouverner tout seuls depuis leur victoire électorale de 1935. Donc là, on dit, ça devient sérieux, on s'est fait étriller en Norvège, il faut un gouvernement d'union nationale, et c'est les travaillistes qui mettent un veto sur Chamberlain. Et ils ne le mettent pas sur Halifax, contrairement à ce qu'ils essaieront de faire croire après la guerre. Bon, nous, Churchill ou Halifax, bon, on sait bien qu'on n'a pas le groupe parlementaire nécessaire pour prendre nous-mêmes les fonctions de Premier ministre, alors on veut bien faire l'union nationale avec n'importe quel ministre conservateur, Premier ministre conservateur, qui ne s'appelle pas Chamberlain. Et à ce moment-là, la partie se joue entre Halifax et Churchill. Non pas que Churchill soit presque aussi populaire que Halifax dans le Parti conservateur, de loin pas. Halifax est de loin le favori des bookmakers, du roi, de toute la classe dominante britannique. Churchill, c'est un peu l'enfant terrible, incontrôlable, 64 ans, ayant occupé tous les postes du cabinet, sauf Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. On le connaît, on pense qu'il a des limites, on pense qu'il est un peu pas assez pondéré, etc. Mais c'est quand même, parmi les politiciens britanniques, le plus passionné par la chose militaire. Donc on se dit, ah oui, alors quand même, il va falloir le nommer ministre de la Défense. Et c'est comme ça qu'il se retrouve un peu sur la balance avec Halifax, et finalement, c'est Chamberlain qui choisit. Chamberlain, je m'étends peut-être un peu trop là, mais bon, ça mérite quand même d'être dit parce que c'est scandaleusement pas connu encore aujourd'hui. Ça devrait être dans tous les manuels. Chamberlain voulait bien abandonner son fauteuil de Premier ministre, mais pas la présidence du Parti conservateur. Ce qui était une entorse aux traditions britanniques. C'est toujours le Premier ministre qui est le président du Parti conservateur quand le Premier ministre est conservateur. C'est d'ailleurs pareil aussi chez les travaillistes. Donc, Chamberlain s'estimait victime d'une très grave injustice. Et il voulait rester le numéro 2 du gouvernement avec des grands pouvoirs. Et Halifax étant lord, ne pouvait pas haranguer les communes, il aurait dû le faire par l'intermédiaire d'un porte-parole qui aurait été contrôlé par Chamberlain, puisque Chamberlain restait président du Parti conservateur. Et donc, Halifax, c'est pas qu'il ne veut pas être Premier ministre, c'est qu'il passe son tour. Il pense que, bon, on va faire une expérience Churchill, bien contrôlée par Chamberlain et par moi. Donc, voilà, on va le contrôler. Et puis, quand il aura fait la preuve de son insuffisance, Chamberlain acceptera peut-être de me céder la présidence du Parti conservateur et c'est moi qui vais succéder. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc, Churchill n'est pas Premier ministre grâce à son antinazisme, mais malgré son antinazisme, au sein d'une bande d'appeasers qui restent des appeasers. C'est-à-dire que, bon, ils ont bien compris que Hitler avait un peu mordu le trait en envahissant la Pologne, ils ont déclaré la guerre, mais ils ne l'ont pas faite. Ils l'ont laissé s'appeler la drôle de guerre, et ils ne sont pas du tout décidés, ils n'ont pas du tout la vision d'entraîner dans cette guerre les États-Unis et l'URSS pour écraser le monstre qui est devenu l'Allemagne sous la direction d'Hitler, alors que c'est le point de vue de Churchill. Dès cette époque, il va bien falloir faire rentrer les États-Unis et l'URSS dans la guerre. Donc, dans cette situation créée par le désastre de Sedan et l'encerclement des armées du Nord, des meilleures troupes, de la totalité des troupes de l'armée de terre anglaise et de la fine fleur
de l'armée de terre française, donc tout ça qui est anéanti en Belgique, sauf ce qu'on a pu sauver par Dunkerque. Devant ce désastre, le cabinet britannique entre en crise tout autant que le cabinet français. Et en particulier, Paul Reynaud vient à Londres le 26 mai, bien décidé à convaincre les Anglais qu'il faut l'armistice. Évidemment, il ne s'en est pas vanté après la guerre, mais les documents sont là. Et donc, ce jour-là, le 26 mai, à Londres, Paul Reynaud constate l'abîme entre Churchill et Halifax, qui sont dans un état qui sont dans un débat très difficile, très heurté, dont Paul Reynaud est en partie témoin. Halifax voulant absolument passer par l'Italie, par Mussolini, qui n'est pas encore en guerre, pour, on peut dire, obtenir la médiation de l'Italie, pour calmer un peu Hitler dans un traité de paix, dans une conférence de la paix. Et Churchill résiste à ça, dos au mur et en reculant. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles on tarde à mettre cette histoire dans les manuels. C'est parce qu'il arrive à Churchill de dire, en pleine réunion du cabinet, « Oui, Halifax, tu as raison, mais c'est un peu tôt pour ta politique. On va encore essayer un truc. » Alors du coup, on dit, quand on lit les documents au premier degré, on dit « Ah oui, voilà, Churchill n'était pas si loin de Halifax. » Il était complètement acculé, complètement dans les cordes, complètement obligé de dire ça. Et oui, Halifax, tu as raison, il le flatte. Le 27 mai, Halifax présente sa démission. Churchill s'isole avec lui passe une pommade incroyable. C'est ça l'ambiance. Donc, et Paul Reynaud est à peu près au courant de ce dispositif. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Paul Reynaud? Comme tout le monde, dans pareil cas, il pense que Churchill ne va pas tenir. Il n'a pas de troupes derrière lui. Au sein de son parti conservateur, il est très très loin, son point de vue est très loin d'être majoritaire. Donc l'Angleterre va signer l'armistice avec nous. Et c'est ça la politique de Paul Reynaud. Y compris d'ailleurs quand il cède la place à Pétain. Donc j'en arrive à mon 16 juin au soir. Quand Paul Reynaud cède la place à Pétain, il est le premier conscient que ça va créer un effet de souffle qui va rendre encore plus fragile la position de Churchill à Londres. De là à dire qu'il espère la démission de Churchill et pouvoir se retrouver autour d'une table avec Hitler et Halifax, il y a un pas qu'il est permis d'imaginer, bon, même si on manque de documents où ce serait dit noir sur blanc, parce qu'à l'époque, il ne va pas au bout de sa pensée quand il parle, et dans ses mémoires, évidemment, il raconte tout à fait le contraire. Donc on en est là. On en est là, et alors, on peut dire un mot sur le projet d'union franco-britannique, qui est donc la dernière chance de retenir Paul Reynaud sur la pente et de retenir la France, le gouvernement français, sur la pente de l'armistice. Donc, bon, on va être obligé de parler de Jean Monnet, ça va encore faire une parenthèse, mais bon, très rapidement, Jean Monnet, le futur père de l'Europe, fait la connaissance du futur fondateur de la Ve République, le matin du 16 mai à Londres. Il s'en passe des choses. Et Jean Monnet, c'est l'homme de la coopération internationale. C'est un peu sa passion. C'est ce qu'il a fait pendant la Première Guerre mondiale, des comités économiques franco-britanniques pour approvisionner en matériel nécessaire à la guerre et la France et l'Angleterre. Donc, il a recommencé en 1940, il est installé à Londres à la tête d'un comité de coordination économique et avec
un certain nombre de dirigeants britanniques dans le secteur de l'économie, il a mis sur pied un projet d'union franco-britannique qui a été présenté au cabinet quelques jours avant et qui a été repoussé. Churchill s'est méfié de ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour nous entraîner dans la chute de la France. Donc Churchill avait repoussé ce projet. Et puis, De Gaulle fait la connaissance de Jean Monnet le 16 mai au matin, et Jean Monnet lui dit: voilà, mon projet d'union, c'est peut-être quelque chose à tenter maintenant pour retenir la France sur la pente de l'armistice. Et de Gaulle est convaincu. Et De Gaulle en parle à déjeuner à Churchill et convainc Churchill. Et dans l'après-midi, on fait admettre la chose par le cabinet britannique. Donc le cabinet britannique, ça devient sa politique officielle. Il va proposer à la France une union des deux pays pour la durée de la guerre, avec un seul Premier ministre, un seul général en chef, un seul chef de la flotte, etc. De Gaulle téléphone ça à Paul Reynaud vers 16h et convainc Paul Reynaud. Et même Paul Reynaud fait preuve d'un certain enthousiasme. Et puis il y a un conseil des ministres français à Bordeaux vers 16h, et là Paul Reynaud lit le projet d'union d'un ton, semble-t-il, assez peu convaincu. Il le lit 2 fois. Il y a des ministres qui disent: qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ne répond pas à ce que nous avions demandé, parce que la veille, le gouvernement français avait demandé officiellement à Londres l'autorisation de sonder l'Allemagne sur ses conditions d'armistice. On en était déjà là. Et donc, Churchill, lui-même très en difficulté à Londres, avait répondu: d'accord, mais vous mettez la flotte dans des ports français pendant les négociations d'armistice. On en était là. Et donc là, il y a 2 télégrammes. Un premier le matin, assez lamentable. Un deuxième en début d'après-midi, plus ferme. Vraiment, on ne vous autorise pas à engager des négociations d'armistice si vous ne faites pas telle et telle action précise avec la flotte pour la mettre sous contrôle britannique. Donc c'était assez mollasson, le télégramme du matin. Celui de l'après-midi, revu et corrigé après le déjeuner entre Churchill et De Gaulle, était beaucoup plus ferme et clair et impérieux. Bon. Et puis ensuite, le projet d'union arrive. Alors on retire les télégrammes, puisqu'il n'est plus question de séquestrer votre flotte pendant les négociations, puisqu'on unit tout. Donc on retire les télégrammes, et du coup, et Paul Reynaud, c'est là qu'il est peut-être le plus critiquable, il balance le projet d'union sans faire la moindre allusion au télégramme. Donc ça apparaît au ministre français comme une réponse à côté de la question qu'on avait posée. Et donc c'est ce qui fait, notamment, Paul Reynaud est embêté, et il lit ce projet d'union d'une manière peu convaincue, et donc très peu convaincante, et le projet d'union est repoussé. Donc du coup, Paul Reynaud se retrouve privé de politique, démissionne en faveur du maréchal Pétain. Pendant ce temps, De Gaulle en était resté à l'approbation enthousiaste du projet. Et du coup, il rentre à Bordeaux, depuis Londres, en avion. Et là, il y a un point que j'ai éclairci grâce à des archives anglaises qui dément la version de Edward Spears. Spears, c'est un député conservateur, un des plus churchilliens. Churchill avait quand même quelques fidèles, quelques députés avec lui, pas beaucoup, mais quelques-uns. Il y avait Edward Spears. Et du coup, il l'avait envoyé en France fin mai comme son homme de liaison auprès de Paul Reynaud, passant par-dessus la diplomatie officielle dans laquelle il n'avait pas toute confiance. Bon. Et Spears va jouer un rôle extrêmement positif
dans le sujet de cette conférence, c'est-à-dire les 10 premiers jours de la France libre. Mais ensuite, il va se disputer avec De Gaulle dès l'été 41, à propos des événements de Syrie, et il va devenir un anti-gaulliste absolument viscéral. Et après la guerre, il va écrire ses mémoires, et dans ses mémoires, il va dire, vous savez, l'avion avec lequel on a voyagé, De Gaulle et moi, le 17 juin au matin, entre Bordeaux, Mérignac et Londres, c'était mon avion, c'est moi qui ai emmené De Gaulle. Or, c'est faux. C'est faux. J'ai trouvé ça dans les mémoires de Spears, lui-même, dans des brouillons. Sa famille n'a pas déposé, déposé ses papiers dans un dépôt d'archives à Cambridge après sa mort, mais il n'y avait pas tout son journal, mais il y avait les pages de son journal qui avaient servi à écrire ses mémoires. Et là, on lit le contraire. On lit le contraire, tout à fait. C'est De Gaulle qui m'a invité dans son avion. Parce que De Gaulle, donc, revient le 16 au soir de Londres à Mérignac dans un avion qui n'est évidemment pas sa propriété, qui est mis à sa disposition par Churchill, mais c'est lui qui dit au pilote « Je ne sais pas dans quoi j'atterris. Donc, vous allez prendre une chambre d'hôtel à Mérignac. Et rendez-vous demain matin à 9 h pour... je viendrai vous dire, ou je vous ferai dire, si je reste ou si je reviens. » Donc ça, c'est la preuve que De Gaulle avait quand même compris que le projet d'union, c'est pas le tout, que Reynaud ait été enthousiaste, il fallait encore que ça passe au Conseil des ministres et que ça, c'était pas garanti du tout. Et donc, il avait gardé l'avion comme on garde un taxi. Et donc, il arrive à 9 h du soir à Mérignac. Là, il y a son chef de cabinet, Jean Laurent, qui vient lui dire bon, c'est fichu, tu n'es plus ministre, tu n'es plus rien, et c'est Pétain qui prend le pouvoir, et Paul Reynaud a démissionné. Et donc, à ce moment-là, De Gaulle va quand même prendre la température dans Bordeaux et passer la nuit, et il revient effectivement avec Spears le lendemain à 9 h, et ils s'en vont vers Londres. Et à ce moment-là, il y a un premier mensonge dans les mémoires de guerre, et je dis tout de suite que ce sont des mensonges qui sont obligatoires, qui n'ont rien de déshonorant. De Gaulle ment à 10 reprises dans le récit de ces 10 premières journées de la France libre, sans rien dissimuler de honteux ou de déshonorant, absolument rien. Il ment parce qu'il est obligé, et notamment il écrit ça en 1953, quand Churchill est redevenu Premier ministre, et ça ne serait pas possible de dire la vérité. Politiquement, c'est pas possible. Et ses mémoires sont faits pour favoriser son propre retour au pouvoir, et c'est pas le moment de rentrer dans des détails historiques scabreux. Ça aurait obligé à parler de la querelle Churchill-Halifax. Il n'en était absolument pas question à cette époque. Sur le plan diplomatique, c'est tout à fait impossible. Donc De Gaulle commence par dire avec Spears, on va trouver Churchill, nous reçoit, formidable, et on dit, on va quand même attendre que la France demande l'armistice, et à ce moment-là, la BBC sera à ma disposition. Donc on apprend dans la soirée que Vichy demande l'armistice, et donc, du coup, je parle le lendemain à la BBC. Voilà comment on arrange les choses. Or, si De Gaulle allait à Londres, c'était pas seulement pour parler à la radio, c'était pour parler à la radio avant Pétain. Et il avait été grillé, puisque Pétain parle à 12h30 dans son fameux discours chevrotant, c'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat. Et
aussi bien dans les mémoires de Churchill que de Gaulle, on se demande où ils étaient pendant... on se demande si Churchill en particulier était à la tête d'une grande puissance avec des services de renseignement et des écoutes radiophoniques en temps de guerre concernant les émissions ennemies ou alliées. Il reçoit De Gaulle à 3 heures et il ne sait pas encore que Pétain a dit qu'il fallait cesser le combat. C'est ridicule. C'est un mensonge absolument caractérisé. Et donc voilà, l'appel devait être lancé le 17, l'appel du 18 juin. En plus, je crois que ça n'aurait pas déplu à De Gaulle, parce que le 18 juin, c'est l'anniversaire de Waterloo. Un anniversaire en chiffre presque rond, le 125e. Il ne l'a jamais dit, mais j'incline à penser qu'il aurait vraiment, ne serait-ce que pour cette raison-là, préféré le 17. Bon, donc, donc, pourquoi il parle pas le 17? Qu'est-ce qui retient Churchill de lui faire parler, de le laisser parler le 17? Eh bien, tout simplement, Churchill a annoncé au cabinet, le cabinet britannique se réunit ce jour-là, et Churchill annonce simplement « De Gaulle revient pour assurer sa sécurité ». Ce qui est vrai, puisque Weygand avait fait arrêter Georges Mandel et un certain nombre de personnalités suspectes de ne pas être pour l'armistice. Donc effectivement, De Gaulle risquait d'être arrêté. Mais Churchill est loin de dire toute la vérité au cabinet. Lui-même pensait bien se servir de Gaulle pour essayer de retenir dans la guerre la France ou un maximum de France. C'est ça sa politique, bien évidemment. En plus, il en a besoin. Il en a besoin. Il risque à tout moment d'être renversé par Halifax. Dans ces journées-là, plus que jamais. Et donc un appoint français, démontrer que la France n'est pas entièrement couchée, c'est absolument vital pour Churchill. Mais il n'a pas osé, sans doute. Il a calculé que c'était sans doute trop risqué de balancer ça au cabinet. Dès le 17, De Gaulle arrive, et un général dissident qui a été ministre, mais enfin qui ne l'est plus, on va le faire parler contre Pétain. Il faut peut-être attendre un peu de voir ce que c'est les nouvelles de France. Donc Churchill n'ose pas le 17. Voilà la réalité, la raison pour laquelle l'appel du 18 n'est pas l'appel du 17. Et la journée du 18 est haute en couleurs. Et donc je suis obligé d'abréger. L'appel est rédigé, soumis aux Anglais. De Gaulle a toujours nié, mais enfin, c'est évident qu'on ne fait pas parler une personnalité étrangère à sa radio officielle en temps de guerre sans lire son discours avant. Hein. Donc, bon. Et donc ce discours est soumis, et évidemment soumis à Halifax, entre autres. Les affaires étrangères, on est bien obligé de le lui soumettre. Et Halifax fait ratiboiser des phrases du discours trop claires, trop nettes. D'ailleurs, nous disposons, grâce à Philippe de Gaulle, qui a publié ce document dans les années 80, nous disposons d'une esquisse de l'appel du 18 juin. Et il y a un témoignage d'une secrétaire à Bordeaux qui dit que De Gaulle lui a fait taper un truc de grand matin le 18 juin. Donc ça le 17 juin à Bordeaux, ça devait être cette esquisse, ou alors une esquisse de l'esquisse, peu importe. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette esquisse de l'appel du 18 juin, datée du 17? Elle dit: la voix de Pétain, c'est la voix du déshonneur. Mes compagnons et moi, nous choisissons la voie de l'honneur.
On est très très loin du texte du 18 juin. Très très loin. Et en revanche, cette distinction des deux voix va se retrouver dans une allocution radiodiffusée du général de Gaulle. Quel jour? Le 2 juillet. Il va falloir 14 jours pour que de Gaulle arrive à dire ce qu'il voulait dire. En attendant, donc, l'appel du 18 juin, il commence par l'appel qui est diffusé à la radio vers 22 h, commence par dire Pétain cherche un armistice dans l'honneur et si les conditions ne sont pas honorables, il n'y aura pas d'armistice. De Gaulle a été obligé par Halifax de présenter Pétain comme un homme d'honneur, alors qu'il avait l'intention de dire exactement le contraire. Mais la bagarre continue pendant la nuit. Et le texte que vous connaissez, il est dans les journaux anglais du lendemain, à une phrase près. La dernière. Comment nous connaissons le vrai texte prononcé à 22 h? Par une écoute des services secrets suisses. En allemand. On n'a pas trouvé la version suisse française. On est obligé de passer par l'allemand. Et il y a bien la phrase, la dernière phrase, « Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres ». Ça, il l'a dit, en direct. Très vraisemblablement en direct. Toute une dissertation sur l'appel a-t-il été enregistré, pas enregistré. Je ne rentre pas là-dedans. Très, très vraisemblablement, l'appel réellement diffusé l'a été en direct. Et de Gaulle a prononcé cette phrase. Et donc la bagarre continue pendant la nuit. Et finalement, les journaux anglais du lendemain publient l'appel que vous connaissez sans la dernière phrase. Ce qui veut dire que de Gaulle a obtenu d'enlever l'idée que Pétain était honorable, moyennant la perte d'un droit de parole quotidien. Et cette phrase, « Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres », elle se retrouve dans le texte définitif qui est fixé par un journal officiel de la France libre en août, début août 1940. Donc là, sans doute en entente avec Churchill ou en faisant passer le truc en contrebande, peu importe, on n'a aucune archive là-dessus, on n'a que le résultat. Le texte définitif, officiel de l'appel, qui est celui des journaux anglais du 19, plus le rétablissement du droit de parole quotidien, ça, c'est début août. De même que la fameuse affiche, avec la phrase « La France a perdu une bataille, la France n'a pas perdu la guerre », une affiche que très souvent les militants gaullistes pendant la guerre substitueront à l'appel, parce qu'elle dit, elle, que Pétain se déshonore. Donc, elle est très, 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 très vengeresse pour Pétain. Donc, le mouvement de la France libre a jugé de son intérêt de faire croire que c'était ça, et que de Gaulle avait dit le 18 juin, alors que c'est uniquement ce qu'il avait l'intention de dire. Donc, il a perdu son droit de parole quotidien, donc il ne parle pas le 19. Et dans la série des appels du général, il y a un appel du 19, qui est dit radiodiffusé. C'est faux. Alors j'ai retrouvé dans les archives un texte à peu près similaire, donc c'est probablement un brouillon qui a été soumis ce jour-là et refusé.
Et finalement, de Gaulle ne reparle que le 22, et donc le 22, il est évident que Vichy va signer l'armistice. Et d'ailleurs, enfin Vichy, Bordeaux plutôt, Pétain, le gouvernement Pétain va signer cet armistice. Il est signé le 22 vers 19h. La nouvelle n'est sans doute pas parvenue à Londres avant la décision de refaire parler de Gaulle. Donc de Gaulle reparle le 22. C'est le premier appel dont nous avons un enregistrement, parce qu'on pense que l'armistice va être signé, et on a bien raison. Donc, à ce moment-là, de Gaulle retrouve, puisque sa privation de parole était très liée au fait que Vichy, que Bordeaux n'avait pas encore signé l'armistice, et que donc, il restait un espoir, et c'est ce que Halifax n'arrêtait pas de dire au cabinet, il reste encore un espoir que la France ne quitte pas la guerre comme ça. Donc, c'est la signature même de l'armistice qui fait que de Gaulle est autorisé de nouveau à parler. Mais il se passe encore des choses absolument renversantes pour nous autres, le 23, par rapport à ce qui va être dit dans les mémoires des uns et des autres. Alors il y a d'abord un discours de Churchill dans la nuit du 22 au 23, quand on sait que l'armistice est signé, et qu'on sait à quelles conditions il est signé. Des conditions qui sont très peu intéressantes pour l'Angleterre, et très menaçantes même, qui donnent à l'Allemagne énormément de pouvoir de marquer encore beaucoup de points militaires contre l'Angleterre. Donc Churchill est tellement révolté par la signature de l'armistice qu'il fait un discours dans la nuit, disant « Plus aucun Français ne doit obéir à Pétain ». Ce discours est perdu. Alors ce qui est drôle, c'est que Pétain y répond. On a la réponse de Pétain, mais on n'a pas le discours. Il a disparu, évaporé. Il n'est pas dans les journaux du lendemain, on n'en a pas d'enregistrement, on a juste l'écho indirect par le fait que Pétain n'est pas content. Et c'est là qu'il dit « Monsieur Churchill est juge de l'honneur de son pays, mais il ne l'est pas du nôtre. » Il a une drôle de notion de l'honneur, hein, le camarade Pétain. L'honneur, c'est ce que je pense de moi, c'est pas ce que les autres pensent de moi. Bon. Alors le 23, le cabinet de guerre se réunit. Monsieur Halifax est dans ses petits souliers. Il a quand même perdu une manche. L'armistice est signé à des conditions tout à fait inquiétantes pour l'Angleterre. Et donc, le cabinet décide de ne plus reconnaître le gouvernement Pétain. Donc, c'est plus un coup de sang de Churchill dans la nuit, c'est la décision officielle du cabinet. Et nous allons maintenant considérer que la France est représentée par un comité national qui reste entièrement à constituer. Et nous chargeons M. Charles de Gaulle d'être le secrétaire qui va recevoir les adhésions à ce comité national. Et donc nous faisons un communiqué. Il y a un communiqué britannique disant que l'Angleterre va reconnaître un comité national et de Gaulle est autorisé, quasiment chargé d'annoncer la chose à la radio le soir, à la BBC, et il y va. Et c'est lui-même qui va retirer ce discours de la série des messages. Il en invente un du 19, mais qui n'est pas authentique, et il retire celui qui est authentique du 23. Pourquoi ? Eh bien, parce que Halifax est allé à la BBC vers fin de soirée, peut-être vers minuit, récupérer le discours, interdire aux journaux d'en parler. Et Halifax, c'est un curieux auteur de coup d'État. C'est un coup d'État. Il viole une décision de son gouvernement. Et il en fait plusieurs dans cette crise. Mais
C'est un curieux putschiste qui s'explique à la réunion suivante du cabinet, la bouche en cœur, en disant qu'il a dû agir dans l'urgence. Et donc il s'amène tranquillement au cabinet le 24, et il dit « Oh, j'ai été assiégé, vous ne pouvez pas savoir, par les Français de Londres, quasiment tous les Français de Londres, autres que De Gaulle, Jean Monnet, Alexis Léger, l'ambassadeur Charles Corbin. Et oui, c'est pas possible, tu ne peux pas laisser faire ça. Ce qu'il faut, effectivement, c'est des Français qui entrent en dissidence et qui désobéissent à l'armistice. Ça, oui. Ah oui, tous ces types-là, ils sont d'accord, hein, Léger, Monnet, totalement d'accord pour ça. Mais ça doit partir des colonies, ça ne doit pas partir de Londres, c'est catastrophique. Et donc Halifax s'autorise de la pression des Français non gauliens de Londres pour aller récupérer le discours, en violant d'ailleurs le ministre de l'Information Duff Cooper, qui est le seul vrai churchillien du gouvernement britannique. Ce que Sarkozy a dit, ce que Cameron a dit il y a 10 ans, en 2006, lors de la cérémonie du 70e anniversaire, devant un Sarkozy médusé qui était comme une poule qui avait trouvé un couteau. Donc, parce que Cameron était l'arrière-petit-neveu, et toujours l'arrière-petit-neveu de Duff Cooper. Donc, il était très content de faire un petit aparté, disant, vous savez, ma famille, ma lignée, Duff Cooper, c'était le seul churchillien du cabinet. Bon. Enfin, du cabinet, pas du cabinet de guerre de 5 membres, hein, du gouvernement. Le ministre de l'Information n'était pas membre du cabinet de guerre. C'est ce qui fait que Halifax s'autorise à aller grossièrement sur ses plates-bandes en donnant lui-même des ordres à la presse. Ça va loin quand même, hein, comme coup d'État. C'est pas mal. Et on ne sache pas qu'il ait téléphoné à Churchill avant, ce qui aurait été la moindre des choses. Donc, en tout cas, c'est pas ce qu'il dit au cabinet le lendemain. J'ai dû aller en urgence à la BBC retirer le discours. C'est de lui que nous tenons cette information. Et ben, qu'est-ce qu'il fait Churchill? Il pourrait montrer la porte à Halifax. Hein. Décision collégiale. Moi, je suis... Hein, mon autorité de Premier ministre. Ta démission, immédiatement. Ben, c'est pas l'ambiance. C'est pas le rapport de force. Churchill est obligé de s'incliner. Enfin, il se croit, il s'estime obligé de s'incliner. Il prend la chose du bon côté. Et à ce moment-là, il va se concentrer sur la flotte. Il dit, bon, l'article 8 de l'armistice autorise les Allemands à se saisir de la flotte, tout en disant que ça leur est interdit, mais pratiquement ils peuvent le faire. Donc, nous allons traquer cette flotte comme Nelson avant Trafalgar. Et ça va donner les événements de Mersen-Kébir. Donc ce jour-là, pour faire contre mauvaise fortune bon cœur par rapport au coup d'État de Halifax de la veille, Churchill met dans les tuyaux l'opération de Mersen-Kébir. L'Angleterre, pour montrer sa résolution, va traquer la flotte française en ne se fiant pas à la parole d'Adolf Hitler et en s'assurant elle-même que ces bateaux ne peuvent jamais tomber dans les mains de l'ennemi. Donc, je suis un petit peu au bout des découvertes que j'ai faites et que j'ai écrites. Il y a la plupart déjà dans ce livre de 2000, donc, qui a 20 ans. Donc ces découvertes tardent, mais je comprends très bien pourquoi, hein. C'est très compréhensible. J'espère que je vous explique aussi pourquoi ça tarde. Il y a énormément de chapes de plomb à soulever. Il y a la querelle Churchill-Halifax, il y a aussi
l'extrême habileté d'Hitler dans toute cette affaire. Tout ça, ce sont encore des tabous. On est au moment où ça commence à poindre, où les légendes commencent à devenir intenables, et où notamment aussi on prend conscience que démolir ces légendes, ça ne va pas profiter aux néo-nazis ni aux nostalgiques du pétainisme. Parce que les pétainistes l'ont dit toujours, De Gaulle ment, il ne faut pas le croire, mais ils se gardent bien d'ouvrir le dossier. S'ils ouvraient le dossier, ils tomberaient sur ce que je viens de raconter, et ce n'est pas à leur honneur du tout, alors que les mensonges sont à l'honneur du général. Ils créent un mythe, notamment le mythe d'une Angleterre unie comme les doigts de la main autour de Churchill, parce qu'on est en guerre, et qu'en guerre, on ne va pas étaler les divisions. Donc là, il n'y a rien de déshonorant, au contraire, ce qui serait déshonorant, ce serait d'étaler les divisions. Donc je suis à peu près au bout, sauf que quand même, le discours du 23, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans les archives. Et en 2010, j'ai participé au film d'un jeune documentariste qui s'appelle Hugues Nancy. Ce film est repassé cette année. Il y avait encore pas mal de survivants de la France libre, notamment Pierre Lefranc, Jean-Louis Crébieux-Briac, un certain nombre de gens. Donc là, on était quelques historiens d'une génération quelque peu postérieure. Et Hugues Nancy, donc... alors moi-même, j'avais retrouvé ce discours en anglais. Le discours du 23, de Gaulle du 23, je l'avais retrouvé en anglais, et j'avais essayé de le traduire en gaulliste, pour le publier dans un magazine en 2003 ou 2004. Et puis Hugues Nancy a trouvé la version française. Donc voilà, depuis 2010, nous avons la version française et en langage authentiquement gaulien. Je ne m'étais pas trop planté, mais quand même, il y avait une ou deux expressions gauliennes que je n'avais pas très bien retrouvées dans l'anglais. Donc la suite est un peu plus banale et un peu plus connue et un peu moins travestie. Les gouverneurs de colonies françaises s'inclinent l'un après l'autre et acceptent l'armistice, bien qu'on leur ait envoyé des consuls britanniques et même un ministre, Duff Cooper, avec le général Gort, qui vont au Maroc pour essayer de rencontrer Georges Mandel, et le gouverneur Noguès les tient à l'écart de Georges Mandel. Donc voilà, les Anglais font ce qu'ils peuvent pour soulever un peu les colonies en suivant l'avis de Halifax, mais ça ne marche pas. Et c'est normal que ça ne marche pas, puisque là encore Hitler avait bien manœuvré, bien calculé. Les gouverneurs de colonies, ils étaient persuadés qu'Hitler allait demander des colonies. Et Hitler a l'habileté de ne pas demander de colonies. Dans l'armistice, on ne touche pas aux colonies. Et donc ça, Darlan et Pétain et Végan télégraphient dans toutes les colonies. Vous voyez, vous n'êtes pas touchés. La France reste une grande puissance coloniale. Ouais, et les types, ils s'inclinent l'un après l'autre, c'est tout. C'est comme ça. Et donc, on arrive au 28 juin, la fin de ce récit, où Churchill dit à De Gaulle: vous êtes tout seul, je vous reconnais tout seul. Et donc, il y a la première existence officielle de la France libre, qui est donc simplement le mouvement des gens qui se rallient au général de Gaulle. C'est la seule définition de la chose. Et ça n'est pas du tout un contre-gouvernement, et De Gaulle va avoir une pente énorme à remonter pour
incarné véritablement la France le 26 août 1944 sur les Champs-Élysées. On va remercier évidemment notre conférencier aujourd'hui pour cette conférence et on va applaudir chaleureusement François Pécla. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.